Bonjour à tous et toutes, Fabien Claire, Newstank. Je suis absolument ravi de vous accueillir pour un nouveau sujet de webinaire. Aujourd'hui, on est un peu plus de 260 inscrits et merci d'avoir répondu à cet appel pour échanger ensemble pendant 1 heure et partager sur le CPF, les politiques RH de l'entreprise, quelle stratégie. L'idée, c'est un peu d'ouvrir nos chakras, voir ce qu'il est possible de construire en matière RH, en matière de formation dans nos entreprises. On va partager aussi sur cette espèce de retour en grâce auquel nous assistons aujourd'hui, et qui, je pense, réjouit beaucoup d'entre nous, retour en grâce des métiers de la main, de certains métiers de l'artisanat, et puis sur les opportunités offertes pour l'accès à ces métiers, notamment grâce à la digitalisation, on va le voir avec nos amis de l'Atelier des chefs, d'une partie de ces formations, et grâce à l'outil qui est un outil de financement, mais pas seulement, qui est le CPF. Et puis, on va partager donc sur ce sujet pendant 7 heures avec un formidable panel d'intervenants que je vous présente. Donc, Antoine Fouché, le dirigeant fondateur du cabinet Conseil, mon cher Antoine, mais qui est aussi l'ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Carole Cotard, qui porte les couleurs de la belle entreprise Michel et Augustin. Jean-François Girardin, le président des MOF, qui nous honore de sa présence, les meilleurs ouvriers de France. Et bien sûr, les meilleurs ouvriers de France couvre un très, très grand nombre de disciplines et représente l'excellence de beaucoup de disciplines de la main et du monde de l'artisanat, qui portera donc pour nous la voie de la pratique excellente de ces métiers. Nicolas Bergerot, qui est le fondateur de l'Atelier des chefs, qui a largement œuvré à la démocratisation des formations culinaires, d'abord en mode présentiel, et puis on va le voir aujourd'hui également en mode distanciel. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces succès que vous, cher Nicolas, vous allez transposer, et vous transposez aujourd'hui vos savoir-faire pédagogiques à d'autres formations métiers. Alors, petite précision, bonjour à tous. Comme d'habitude, vous pourrez poser des questions, vous avez un petit onglet, on va se garder un quart d'heure si ça vous va en fin de rencontre pour répondre à vos questions. Et puis, bien évidemment, la rencontre sera disponible en replay dans les prochaines heures sur RH Matin et relayée sur les réseaux sociaux. Je propose qu'on commence quand même par un petit point de cadrage sur le CPF, et pour ça, je ne peux me tourner que vers ce cher Antoine Fouché. Antoine, on peut peut-être rappeler ce que sont les fondamentaux du CPF, comment il a été conçu et quel est l'état d'esprit. Oui, le CPF, en fait, au départ, il part d'un double constat. Il parle d'un premier constat au niveau individuel, qui est qu'il y a une aspiration qui monte dans la société et qui s'est accélérée avec le Covid, mais qui était déjà là avant le Covid. Une aspiration à changer souvent de métier ou d'entreprise. On peut dire que collectivement, on a plus la bougeotte aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a 30 ans. Une revalorisation des métiers de la main qui monte, qu'on sentait monter dans la société, et un besoin de pouvoir prendre sa vie davantage en main, de pouvoir changer de métier, de pouvoir changer de profession, de pouvoir changer d'entreprise, de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et on observait ça de façon très, très forte il y a déjà plusieurs années. Et puis collectivement, l'enjeu était aussi important. On se rendait compte d'une part que la France décrochait un peu en matière de compétences par rapport à ses voisins européens et mondiaux. Dans l'OCDE, on avait plutôt des chiffres de décrochage, qui montraient un décrochage relatif ou un déclin relatif en matière de compétences. Et puis une inadéquation très importante entre les compétences des personnes, nos compétences à nous collectivement français, et les besoins des entreprises. Et donc, il fallait au niveau collectif réconcilier ces deux choses-là. Donc ça, c'est le double constat une inspiration collective à changer, à pouvoir se former, à pouvoir prendre sa vie en main, à pouvoir apprendre d'autres choses et souvent à aller vers des métiers manuels plus concrets qui donnent un sentiment de réalisation moins évanescent que ce que d'autres métiers plus intellectuels peuvent donner. Et puis collectivement, un sursaut nécessaire. Et le CPF naît de ces deux constats sous forme de pari. C'est-à-dire qu'on s'est dit plutôt que de reconstruire des programmes publics assez classiques, former X cuisiniers, former Y électriciens, Z infirmières pour prendre des métiers
qui remontent sous forme de programmes publics, en achetant à l'avance avec des appels d'offres, des programmes de formation. Il faut qu'on crée quelque chose qui part de l'individu, qui part de son désir, parce que les publics des individus ont beaucoup plus compliqué de faire quelque chose de puissant sans partir de l'individu lui-même, et qu'on connecte cet individu à une logique collective. Et donc le CPF, c'est vraiment le droit individuel autonome, où chacun a la possibilité de choisir en se baladant sur son smartphone, sur le site internet, a la possibilité de choisir 1 million de sessions de formation. Et c'est aussi la possibilité pour le collectif, que ce soit une entreprise, une région ou un État, de créer, ou Pôle emploi, de créer des abondements pour inciter les personnes à aller sur des formations qui correspondent à l'intérêt général. Donc, c'est vraiment ça, le cadre du CPF. Et on est le seul pays au monde avec Singapour. Singapour, c'est une fois $500 dans la vie, et puis après, les gens se débrouillent. Nous, c'est 500 € par an jusqu'à 5 800 € par an, jusqu'à 8 000 pour les personnes les moins qualifiées. La Commission européenne est en train de voir comment élargir ça à tous les Européens. L'OCDE se penche dessus. Peut-être qu'on a inventé quelque chose qui a vocation à se diffuser au-delà du pays. En tout cas, le cadre, c'était ça. C'est-à-dire un droit qui part de l'individu, qui donne de l'autonomie à l'individu pour que chacun choisisse davantage sa formation et donc sa vie, et une possibilité d'influencer ce choix pour le collectif via les abondements. Alors, ça s'inscrit dans un contexte où il y avait déjà un système de financement de la formation professionnelle. On avait l'outil très particulier qui était le CIF, qui pouvait procéder d'un choix individuel, d'une prise en main de sa vie. Ce qui est intéressant, et c'est quand même une petite révolution de ce point de vue, le CPF, est-ce que ça veut dire que l'entreprise doit s'en détourner? C'est-à-dire, finalement, on a doté le salarié, et puis c'est sa liberté, et l'entreprise doit faire comme si ça n'existait pas. Non, je pense vraiment la rupture entre l'appli CPF et le CPF d'avant, entre le nouveau CPF et l'ancien CPF, c'est vraiment la liberté des personnes, c'est vraiment l'autonomie. C'est-à-dire, nous sommes chacun, il y a 26 millions de comptes qui sont crédités dans le pays, nous sommes chacun totalement indépendants pour choisir notre formation et puis pour pouvoir la payer. Il n'y a aucune autorisation à demander à personne. Il fallait demander l'autorisation avant, soit à l'OPCO, soit à son entreprise, soit à son conseiller Pôle emploi. Là, l'appli CPF, la nouveauté vraiment absolue, c'est l'autonomie totale pour choisir la formation, la payer et s'inscrire. Alors du coup, oui, la question qui se pose, c'est à partir du moment où on crée un dispositif public comme ça, qui crée de la liberté individuelle, qui crée de l'autonomie et qui permet à des désirs individuels de se réaliser, quel est le rôle du collectif, quel est le rôle de l'entreprise? À mon sens, il y a au moins deux fonctions encore pour l'entreprise dans le CPF. Il y en a une première qui est évidemment de co-construire avec le salarié des formations qui font se rejoindre le désir du salarié, ses aspirations et l'intérêt de l'entreprise. Et ça peut se faire évidemment via la logique de l'abondement. Donc vous avez une famille de salariés dont le métier a vocation à disparaître au sein de l'entreprise. Vous avez parallèlement de nouvelles activités qui se développent. Beaucoup d'entreprises signent des accords CPF qui permettent d'inciter les salariés à utiliser leur CPF. L'entreprise abonde pour pouvoir permettre aux salariés de se doter des compétences qui vont lui permettre de passer de la famille de métier A à la famille de métier B. Ça, c'est assez classique et ça rejoint ce qui pouvait se faire auparavant, un peu la logique du DIF, même si ce qu'il y a de nouveau, encore une fois, c'est que ça ne peut pas se faire sans que ce soit le salarié lui-même qui s'inscrive et qui parte de son activité. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se développer, qui est assez intéressant. On accompagne pas mal d'entreprises sur ce nouvel aspect de nouvelle manière d'utiliser le CPF, et qui consiste à dire pour une entreprise à des salariés qu'elle recrute, venez chez nous pour préparer votre vie future. Venez chez nous pour exercer un métier qui vous intéresse et aussi pour vous former à quelque chose qui vous passionne et à quelque chose qui pourra peut-être déboucher sur une autre activité, qui pourra peut-être vous amener à quitter l'entreprise, qui pourra peut-être vous amener à développer une nouvelle activité au sein de l'entreprise. Donc, ça, ce sont des entreprises qui proposent, par exemple, à leurs salariés
lorsqu'ils arrivent, de doter leur CPF pour choisir une formation, se former sur des compétences qui n'ont absolument rien à voir avec l'entreprise, mais qui passionnent les salariés et qui donc participent de l'attractivité de l'entreprise et de sa capacité à recruter des talents. Donc, ce sont les deux exemples que personnellement je connais le plus. La logique de cohérence et de conjonction, d'intérêt qui convergent entre l'entreprise et le salarié, et puis l'entreprise carrément comme passerelle, comme tremplin vers la qualification dont qu'elle utilise pour attirer les salariés aujourd'hui. Sachant que derrière, les formations sur lesquelles on débouche doivent être certifiantes, diplômantes, et tout ça est éligible au dispositif distanciel. Et ça fait écho quand même, tant pis, je fais une entorse à deux des questions qui sont formulées par Nathalie et Angie, qu'il faut remarquer que si la formation a lieu dans le temps de travail, il faut l'autorisation de l'employeur. Et là, j'ai envie de dire, on raisonne un peu dans les systèmes antérieurs. C'est-à-dire que le CPF, on a la possibilité de se former pendant le temps de travail avec l'autorisation de l'employeur, mais le CPF, c'est aussi la possibilité pour le collaborateur d'en faire ce qu'il veut, auquel cas, on n'a plus de notion de temps de travail. Oui, bien sûr, c'est ça aussi qui fait que le CPF rentre dans les mœurs et devient un droit individuel, comme un peu le droit à la santé. Vous ne demandez pas l'autorisation pour aller chez le dentiste à votre employeur. Mais, et donc, il va de soi, vous y allez hors temps de travail. Ou si vous y allez pendant le temps de travail, vous demandez l'autorisation à votre employeur. C'est la même chose pour la formation, en fait. C'est en train de devenir tellement naturel que tellement un besoin individuel que les personnes utilisent leur CPF de plus en plus hors temps de travail parce que ça fait partie de leur manière d'évoluer professionnellement, de se construire les compétences pour assurer leur évolution professionnelle. Alors, on continuera sur les questions après, mais on va aller on va aller vers Carole et on va évoquer un des retours d'expérience que vous exprimiez, Antoine, avec le cas d'une entreprise. Alors, c'est un contexte un peu particulier. On l'a dit, Carole est chez Michel et Augustin. Et Michel et Augustin, alors, a d'abord un usage particulier de la formation, puisque c'est une entreprise dans laquelle on a donné l'habitude aux salariés de se former. Je crois que chez Michel et Augustin, Carole, il y a un passage quasi obligatoire. C'est le fameux CEP pâtissier. Racontez-nous. Tout à fait. Alors déjà, je précise que chez Michel et Augustin, on est tous des trublions du goût. Et je crois que ça en dit long sur la passion qu'on a pour la cuisine. C'est vraiment un élément commun chez absolument toutes les personnes qui travaillent chez Michel et Augustin. Ouais. Et en fait, Michel et Augustin ont donc eu l'idée hyper originale et géniale de proposer à tous leurs salariés de se former au CAP pâtissier. Et en fait, c'est quelque chose qui fait déjà écho à leur propre parcours où eux-mêmes se sont formés à des CAP et qui naturellement intéresse tout le monde. Alors certes, il y a un côté obligatoire, mais en fait, tout le monde est tellement motivé que c'est une obligation qui est hyper… voilà, où tout le monde se plie avec plaisir à le faire. Et donc, du coup, ça a été initié il y a quelques années. On est déjà 8 promotions de trublions toqués, donc diplômés du CAP pâtissier, où en fait, voilà, c'est vraiment, c'est dans notre quotidien. Le soir, on se forme avec un coach qui vient. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi écho à nos métiers, quelle que soit notre profession, qu'on soit contrôleur de gestion ou commercial ou qu'on soit membre de l'équipe recette. Tout le monde passe son CAP pâtissier. Et voilà, ça fait vraiment écho à ce qu'on fait, que ce soit pour des vidéos pour les réseaux sociaux, pour que ce soit pour le développement de futures recettes. On y a tous un intérêt et un réel plaisir et un réel écho dans nos missions quotidiennes. Et pour préciser aussi, ça fait également beaucoup sens par rapport à la philosophie de Michel et Augustin, qui nous pousse beaucoup à vivre avec passion, à se donner à fond et à aller au bout des choses. Donc voilà, ça a un sens vraiment dans toute la philosophie de l'aventure Michel et Augustin. Et du coup, comme ça fait quelques années qu'on se forme à tout ça et qu'on commence à être beaucoup de diplômés, on s'est dit qu'on avait quand même envie d'aller encore plus loin
Et du coup, un trublion a eu l'idée qu'on aille plus loin et qu'on se forme au CAP cuisine. Donc un peu en complément et aussi parce que chez Michel et Augustin, on fait des recettes salées, enfin sucrées, mais aussi salées. Ouais. Et du coup, on s'est servi de notre CPF pour pouvoir se financer auprès de l'atelier des chefs cette formation. Donc, on est une quinzaine à s'être motivés, dont d'ailleurs Sébastien, qui est notre président trublion général, qui se forme également avec nous. Et voilà, donc en fait, ça a créé vraiment on s'est appelé la brigade des trublions. Donc, ça a créé vraiment un petit groupe où on est hyper soudés, motivés. Ça a vraiment créé un projet commun où en fait, on était hyper excités de se lancer là-dedans, dans un nouveau challenge. Et je dirais que c'était plus sympa que ça se passe cette année où, quoi qu'il en soit, la formation est en digital, mais ça avait tout son sens, notamment cette année. Et donc, l'examen arrive tout bientôt. Donc là, on sent une émulation qui est particulièrement... C'est quand l'examen? Alors, ça commence, c'est en mai-juin. Donc là, il y en a qui passent vraiment tout bientôt. On pensera à vous. Et c'est combien de temps de préparation pour vous? Ça a commencé au mois d'octobre. Ouais. Et voilà, et du coup, l'examen commence à partir de mai-juin. Et après, on a suivi le programme. Donc, globalement, c'est plusieurs heures par semaine. Ouais. On s'est fait quelques sessions à la bananerie. Alors, pas autant qu'on l'aurait souhaité vu les conditions. Mais on s'est aussi fait beaucoup de visio où on s'interroge, on se pose des questions, on se fait des tests digitaux. Et puis, on se partage aussi toutes nos astuces qu'on a pu repérer à gauche, à droite. Alors que je comprenne bien, l'histoire que vous nous racontez est amusante et intéressante, elle fait écho à ce que disait Antoine, c'est qu'on a, du point de vue de l'entreprise, on a l'investissement de l'entreprise, on a dans l'ADN de l'entreprise cette volonté de fédérer autour d'une formation. Et puis, il y a l'initiative individuelle. Dans ce cas-là, c'est vous qui financez votre seul CPF, c'est indépendant de l'entreprise. Exactement. Là, en fait, c'est une initiative individuelle de Trublion. C'est dans le cadre de Michel Augustin, mais c'est un peu indépendant de l'entreprise. C'est vraiment entre salariés qu'on s'est motivé. Il n'y a pas d'amendement, le CPF vous suffit à financer le parcours via l'atelier des chefs. Exactement. Ok. Qu'est-ce que vous retirez à titre personnel de cette expérience? Alors, moi, j'en retiens beaucoup le côté challenge que j'ai beaucoup aimé, surtout dans un secteur qui me passionne, mais qui nous passionne vraiment globalement chez Michel Augustin. Et je trouve que ça a créé vraiment beaucoup de cohésion entre les équipes, entre des personnes qui se côtoient pas forcément quotidiennement, mais au final, là, on se retrouve tous autour de cette passion commune et avec l'excitation d'un challenge à relever qui est pas évident et il faut tous se donner quand même un peu à fond. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette émulation collective, sachant que vous êtes en télétravail majoritairement, qu'on se forme sur du distanciel, a priori en asynchrone? Comment est-ce que vous arrivez? Parce que c'est intéressant ce fait d'être une douzaine de la même entreprise s'engageant sur un projet commun. Alors, c'est vrai que spontanément, on dit comme ça, on peut se dire que c'est pas évident. Ouais. Et pourtant, y a toujours des personnes chez Michel et Augustin qui initient pas mal de mouvements. Donc là, en fait, on s'est vraiment fixé dans les agendas un créneau dédié au CAP cuisine. Et à tour de rôle, on prépare des questions, on s'interroge. Puis on se partage aussi les propos de nos correcteurs, nos notes, ce genre de choses. Et du coup, on avance dans l'aventure ensemble et avec les mêmes difficultés ou succès ou autres. Et voilà, comme dans toute aventure, il y a des réussites et des galères et on partage tout ça tous ensemble. Et voilà. Alors, on va aller voir du côté de Nicolas, parce que c'est aussi un peu grâce à Nicolas et à son entreprise que ce genre d'aventure est possible, puisque, je rappelle, vous êtes le fondateur de l'atelier des chefs. Ça vous inspire quoi? C'est un épiphénomène, cette espèce de collectif qui se fédère quasiment spontanément dans l'entreprise et qui dit on va aller passer ensemble un CAP, un métier de la main, d'un métier… Non, mais c'est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais un sourire jusque-là en écoutant Carole. Elle nous a dit qu'elle passait son CAP le 17 juin et on va croiser les doigts pour elle. Mais voilà, moi, entendre des choses comme ça, c'est pour ça qu'on a créé l'atelier des chefs et c'est pour ça qu'on s'est réorienté maintenant vers des formations professionnelles en digital. Il y a des gens qui ont tête bien faite depuis très longtemps, qui bossent dans des boulots dans lesquels ils s'éclatent et pour autant, ils ont envie de revenir au métier de la main. Et on voit qu'on a un écho extraordinaire avec ces CAP métiers de bouche, cuisine, pâtisserie, boulangerie, et puis maintenant sur d'autres métiers. Donc moi, quand je vois
une Carole qui nous raconte son expérience perso, mais que je sais que derrière, il y a 15 personnes, dont le président Trublion Général, qui est quand même un titre absolument inouï, de Michel et Augustin Sébastien, ben voilà, ça me colle la patate, ça me rend super heureux et je suis super heureux de voir à quel point une activité comme celle-là peut fédérer du monde. Et vous demandiez comment on échange même en situation virtuelle. Nous, on voit tous nos étudiants CAP qui postent sur la plateforme et il y a un échange des 520 personnes qui vont passer l'examen cette année. C'est assez inouï. C'est vraiment très chouette. Très, très chouette. Alors, le point de départ chez vous, Nicolas, c'était de la formation dans des cuisines en mode présentiel. C'est comme ça que vous avez... formation et j'ai envie de dire formation amateur. Hein. On était vraiment sur des cours de cuisine pour le grand public. De l'envie, du plaisir. Ouais, de l'envie, du plaisir. Et en 2004, notre mission, c'était de remettre les Français au fourneau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a remis les Français au fourneau, on leur a fait redécouvrir la cuisine non plus comme une corvée ménagère, mais comme un vrai plaisir. Et on a vu que dans la foulée, Lignac est arrivé 3 ans après, Top Chef 5 ans après. Voilà, il y a eu une espèce de frémissement, de tendance qui fait que c'est toute la profession, tout le métier, tout l'art de la cuisine et de la pâtisserie et de la boulangerie qui ont été revalorisés. Et donc on s'est dit, on va prendre le pari de faire ça sur d'autres métiers. Donc on a développé notre plateforme de formation digitale d'abord sur nos métiers cœur de cible, CAP cuisine, CAP pâtissier, CAP boulanger. Et puis maintenant, on a envie d'aller vers tous ces autres métiers manuels, donc pas délocalisables, pas uberisables, que les Chinois peuvent pas nous piquer, en gros, et pour lesquels on va faire des formations parce qu'on sait qu'il y a un énorme besoin aujourd'hui de bras dans les métiers de la coiffure, de l'esthétique, de la petite enfance, d'auxiliaires de vie. Beaucoup de besoins de gens qui cherchent des boulots dans cette direction-là. Donc l'idée, c'est de faire matcher les bonnes personnes avec les bons jobs. Mais Nicolas, comment est-ce qu'on passe déjà de format présentiel à un format, pour le coup, digital, mais très exigeant, puisqu'il débouche sur du certifiant derrière? Il faut avoir un associé de génie qui s'appelle Jean-Sébastien Bonpoil. Jean-Sébastien, c'était d'abord un chef exceptionnel, donc il a fabriqué des ingénieries pédagogiques dans nos cours en présentiel, dans nos ateliers physiques. On a toujours 9 ateliers qu'on va rouvrir le 9 juin, là on est comme des fous. Donc il a testé sa capacité, pas simplement à cuisiner, à faire cuisiner, mais à transmettre le savoir-faire. Et un jour, il nous a dit, je vous assure que je suis capable de le faire en digital et pour les pros. Et donc, en fait, on s'est mis à faire de la formation pro dans les grands groupes de restauration, mais j'ai envie de dire pour valider, pour certifier la qualité de nos formations, faire passer le CAP, c'était un prérequis. C'est-à-dire que si on arrivait à avoir de bons résultats au CAP, ça voulait dire que la formation marchait bien. Et depuis 3 ans ou 4 ans, on en est à plus de 1000 personnes qui ont passé l'examen et on a 99% un peu plus de réussite en cuisine et 98,5% en pâtisserie. Donc, globalement, ça marche. Alors, une fois qu'on a fait, donc, et vous l'avez dit, vous ouvrez un nouveau métier, parce que là, on parle de ces formations, du retour des métiers de la main, de l'intérêt pour ces métiers. On est sur du plaisir. Il y a aussi de la professionnalisation. Il y a aussi des métiers pénuriques. Il y a aussi des enjeux. Et je pense au programme sur lequel Pôle emploi a mis un coup d'accélérateur de formation digitalisée du fait du confinement pendant la crise de 2020 et qui double, je crois, les volumes cette année pour déboucher sur du certifiant, du diplômant, dont du CAP. Et là, pour le coup, c'est pour démarrer des carrières professionnelles. Ça fait aussi partie de votre métier, ça? Bien sûr. On a commencé avec les CAP finançables par le CPF pour une certaine frange de la population, déjà qui travaille déjà, puisqu'elle a un CPF. Ouais. Bon, et puis maintenant, on travaille dans 5 régions, Hauts-de-France, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-PACA et Occitanie, pour rencontrer tous les pôles emploi, toutes les associations, toutes les missions locales, les financeurs, les OPCO, etc., pour fédérer tout ce monde-là, pour proposer nos formations en digital, en les twistant un tout petit peu, mais proposer nos formations digitales à tout un public qui aujourd'hui est éloigné de l'emploi. On sait qu'à terme, d'ailleurs, le CPF, on lui même permettra d'abonder et d'apporter des financements particuliers vers tous les types de populations. Mais clairement, l'objectif, c'est évidemment de proposer à ceux qui veulent se reconvertir de changer de vie, mais aussi d'aller voir les primo-accédants au métier, accès à l'emploi, retour à l'emploi. C'est très, très important que nos formations soient aussi à la disposition de ces gens-là. Et donc, on a dit les nouveaux métiers, c'est la petite enfance. Alors, nouveaux métiers, coiffure, esthétique, petite enfance et auxiliaire de vie. Et c'est marrant parce que Carole vient de témoigner aujourd'hui sur le fait que en entreprise chez Michel Augustin, ils sont une quinzaine à passer le CAP, et on est en discussion aujourd'hui avec des grandes entreprises de la beauté, des grandes entreprises de la coiffure, des grandes entreprises de l'agroalimentaire qui ont envie aussi de proposer à leurs collaborateurs d'utiliser leur CPF
pour se former. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'on peut se former sur un métier qui n'est pas exactement son métier? Oui, le CPF, c'est fait pour ça. Quand on est chez L'Oréal, on n'est pas tous coiffeurs, mais on peut se former au métier de la coiffure, parce que c'est quand même un univers dans lequel on est. Carole, aujourd'hui, elle n'a pas besoin concrètement au quotidien du CAP cuisine pour travailler, et pour autant, c'est l'univers dans lequel elle est, et ça, c'est vachement important. Oui, d'accord. La question dans la transmission du geste. Alors, on a vu, vous avez réussi à transformer l'essai dans la cuisine. Après, former à la coiffure en distanciel, ça se passe comment sur la partie gestuelle pour ne pas dégrader l'apprentissage et finalement la professionnalisation? Alors, merci Fabien de me permettre de préciser. En effet, une formation digitale, ça ne veut pas dire une formation que sur son ordinateur ou sur son smartphone. Dans tous ces métiers de la main, il y a beaucoup de théorie. Alors, dans la cuisine, c'est apprendre la différence entre un poisson rond et un poisson plat. Dans la coiffure, c'est apprendre la différence entre un cheveu long et un cheveu gras et un cheveu sec. En esthétique, ça va être sur les types de peau. Bon. Donc là, il faut bien apprendre des choses. On ne va pas commencer à tenir la paire de ciseaux ou à prendre le couteau d'office sans avoir la moindre technique. Donc, il y a toute une partie théorie. Et puis, très vite, on passe aux exercices pratiques. Alors, en cuisine, on demande à nos apprenants de faire des exercices du CAP, une entrée, un plat, un dessert. Ils doivent prendre des photos de leurs plats, poster les plats sur la plateforme et nos chefs experts corrigent sur photo. La seule chose qu'ils ne peuvent pas voir, c'est si c'est trop salé, mais c'est pas vraiment le sujet du CAP. Le CAP, c'est une forme de rigueur, c'est une forme de technique. Et sur la coiffure, pour reprendre votre question, Fabien, on demande à chacun de nos apprenants d'approvisionner ce qu'on appelle des têtes à coiffer, des têtes malléables. C'est un peu comme le jeu, les têtes à coiffer que certaines petites filles ont pu avoir dans leur jeunesse. Des têtes à coiffer avec des cheveux longs au départ. On apprend à couper bien droit. Ensuite, on apprend à couper en dégradé. Puis, on apprend à faire un carré. On apprend à faire une tranche. Et puis, quand il n'y a plus de cheveux, on renvoie la tête à coiffer pour qu'elle se fasse approvisionner. Donc, il est tout à fait possible d'apprendre en digital. Il y a évidemment beaucoup de pratiques. On ne remplace pas la pratique. On ne va pas arriver comme ça dans un salon de coiffure ou dans un resto sans avoir pratiqué. Mais il est tout à fait possible de mixer les deux et d'arriver à bien faire les deux. Alors, on va, parce que je veux croire sur parole, mais je vais quand même aller discuter avec Jean-François Girardin, parce qu'il peut être surprenant, cher Jean-François, de vous retrouver sur ce débat-là. Vous êtes, vous, évidemment, un apôtre du geste, de sa qualité, de l'exceptionnelle qualité. Vous êtes, on l'a dit, le président des meilleurs ouvriers de France. Que vous inspire d'abord le retour au métier, dont on parle depuis tout à l'heure, des gens? Bien sûr, depuis quelques années, on voit qu'une recrudescence dans les jeunes même, pour choisir des métiers qu'ils n'auraient pas forcément choisi au départ, dans les métiers de l'artisanat, beaucoup de métiers manuels, et puis d'autres qui ont fait des études et qui, au bout d'un certain temps, veulent un peu changer de vie, même s'ils ont bien réussi dans ce qu'ils ont fait, de trouver des métiers auxquels leur corps soit mieux avec leur travail, quoi. En gros, c'est ça. C'est un métier, il y a la tête, c'est comme un sportif, si la tête n'est pas branchée avec les membres du corps et les muscles, ça ne marche pas. Donc, il faut que votre mental aille avec le métier manuel que vous aimiez faire. Et c'est important. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Nous, on a le concours des meilleurs apprentis de France. Et vous savez, depuis quelques années, on voit de plus en plus de jeunes qui ont du talent et qui veulent absolument continuer à être performants, à continuer leur formation, parce qu'on sait que ça sera des très bons dans leur métier. Tout le monde n'a pas la fibre manuelle non plus. Il y a des gens qui sont doués, et puis il y a des gens qui le sont un peu moins. Et quand on trouve que quelqu'un a trouvé en lui une force de capacité avec ses mains, ses gestes, c'est-à-dire je suis capable de fabriquer, de construire, d'évoluer dans des branches manuelles, lui, ça sera une mode de vie complètement différente. Son esprit, son mental ira avec ses mains, il progressera beaucoup avec son travail. Est-ce qu'on n'est pas là d'ailleurs en train de changer la représentation de ces métiers? Le fait que finalement, il y ait des gens qui aient des parcours professionnels, qui aient des vies confortables, des niveaux de diplôme supérieurs et qui un jour se fassent le plaisir de changer de métier, de laisser libre cours à leur passion sur des métiers qui ont longtemps, peut-être trop longtemps, été dévalorisés. Est-ce que ça ne tire pas vers le haut l'ensemble de ces métiers, y compris pour les gens qui le feront au démarrage de leur vie pro ou qui seront orientés pour faire un CAP dans la formation initiale? Alors déjà, quelqu'un qui a réussi dans une profession haute commerciale ou informatique ou autre, qui a gagné beaucoup d'argent, il a un pécule pour pouvoir s'installer beaucoup plus facile que les autres. Ça, c'est vrai. Mais c'est son rêve, lui, il ne le subit pas. Lui. Ça aide bien, ça aide bien. Et puis, en plus, il a un enseignement général qui fait qu'il sera capable de gérer une entreprise. Qu'est-ce qu'on demande à un métier manuel?
on demande d'apprendre un métier, de pouvoir en vivre et même peut-être même de créer une entreprise. Si dans nos jeunes MAF que l'on a tous les ans, 85% d'entre eux, leur projet, c'est de créer leur atelier, leur entreprise. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un peu nouveau dans notre société. Et c'est bien pour ces tout jeunes, mais c'est bien aussi pour ces générations qui ont réussi, qui ont eu un pécule important pour pouvoir s'installer et d'apprendre un métier avec des convictions de réussite. Et alors, une question quand même qui se pose, c'est quid de la formation digitale? Alors, je crois Nicolas sur parole, mais est-ce que selon vous, on peut quand même transférer une partie des savoirs, commencer à avancer dans l'apprentissage en utilisant le vecteur? Alors, c'est vrai qu'Internet s'est beaucoup développé, les façons d'interagir sont aujourd'hui plus importantes. Est-ce que vous pensez que cet accès plus facile mais distanciel permet vraiment de rentrer pour une part dans ces métiers? Alors, vous savez, prenez un chirurgien qui va faire une opération, il va filmer son opération, il va le repasser à ses élèves des dizaines de fois pour voir un peu tous les détails. Eh bien, c'est la même chose. Si vous voulez désosser un coquelet par l'intérieur, il y a une méthode. C'est pas facile le premier coup, il faut déjà comprendre avant comment le faire. Donc, si vous le filmez très près, avec les mains de la personne qui sait bien le faire, et vous repassez le film plusieurs fois, et la personne qui regarde le film, si elle veut le regarder 10 fois parce qu'elle ne comprend pas ou elle n'a pas compris, c'est son problème. C'est très bien, au contraire, elle sera toute seule chez elle, elle pourra regarder absolument 10 fois la même chose, et là, elle aura vraiment compris. Et le jour qu'elle va le faire, elle, en vrai, ben, ça sera beaucoup plus facile. Vous voyez. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire « j'ai pas compris, j'ai pas vu, est-ce que je peux revoir une seconde fois ?» Là, c'est quand même un très grand avantage de pouvoir filmer des méthodes de manuels de techniques assez recherchées pour pouvoir justement les comprendre beaucoup mieux. Et quid du rapport à l'excellence? Parce qu'on a dit il y a une espèce de mouvement d'intérêt collectif, peut-être qu'on sera demain des milliers à passer des CAP pour travailler ou simplement pour apprendre du geste. Quid du rapport à l'excellence? Parce que c'est aussi ce que vous représentez, c'est l'élite de ce savoir-faire métier. Est-ce qu'on risque pas de perdre, de banaliser ces métiers, ou est-ce qu'à l'inverse, le vivier est plus large et que finalement, vous avez dans ces passionnés peut-être les gens qui demain iront jusqu'à décrocher la timbale, qui est le titre de meilleur ouvrier de France? Alors, il y a de nombreux profils chez nous. Il y a des gens qui, pour la plupart, ont commencé un apprentissage ordinaire et ont évolué très vite dans leur métier. Ils ont eu la chance d'avoir des gens qui les ont encadrés, qui les ont fait progresser vite aussi. Il y a ces choses-là. Et puis, il y a des gens qui, par hobby, se sont mis dans un métier et ont pu passer le concours. Bien sûr, on ne fait pas ça en 3 ans, 4 ans. Pour apprendre un métier en vrai, moi, je dis qu'il faut 10 ans. 10 ans de formation, 10 ans de pratique. Pour savoir un petit peu la facilité des gestuels, comprendre les matières et tout, une dizaine d'années, c'est bien. D'ailleurs, on le voit dans les concours de meilleur ouvrier de France, c'est les gens qui ont plus de 10 ans de formation, ce qui est normal. On voit ces dernières années que l'âge de réussite a baissé. Donc, pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus peut-être informés des techniques de leur métier. On a des réseaux maintenant qui font qu'on est au courant de toutes les nouveautés très rapidement. Donc, il y a toutes les cas de figure. On peut avoir des gens qui, à 30 ans, disent ben voilà, je veux faire de la marqueterie. Il se trouve qu'ils possèdent un talent gestuel qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert, qui savent créer leur entreprise, qui savent motiver une équipe autour d'eux, et pourquoi pas passer le meilleur ouvrier de France. On l'a déjà vu. Ce n'est pas des cas isolés, ça existe. On va regarder, parce que ce qui est intéressant, ce mouvement de gens peut intervenir en cours de carrière, mais on a aussi, et là je me tourne vers Nicolas, des gens qui préparent des formations supérieures dans des grandes écoles, qui en parallèle vont vouloir, je crois, développer cette connaissance métier. Vous avez, je crois, des projets où vous avez des CAP aujourd'hui dans les grandes écoles, c'est ça, Nicolas? Absolument. Et je vois Anne Trester qui dit que c'est la réhabilitation par le terrain des métiers méprisés par le passé. C'est très, très important de revaloriser ces métiers. Et nous, on assiste à un truc assez incroyable. C'est que depuis 2-3 ans, on propose à des étudiants des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, les plus grandes facs de France, de passer le CAP avec nous. Alors, au début, c'était un peu un pari, un joke en disant vous êtes en bac+5 et vous allez en plus passer le CAP.
Et en fait, c'est une lame de fond. C'est-à-dire que cette année, on a 300 étudiants de grandes écoles qui vont passer le CAP avec nous, et l'année prochaine, ce sera plutôt 600 ou 700. En fait, et en parlant avec les directeurs des écoles, ils nous disent, nos grosses têtes, là, ils ont très envie Jean-François Girardin disait, l'entrepreneuriat dans l'artisanat, dans le service à la personne, c'est assez facile. Dans tous ces métiers de proximité, c'est assez facile. Donc, tous ces gens-là, ils ont envie d'être entrepreneurs, et ils vont arriver avec leur très beau bagage curriculaire très, très élevé. Mais il y a un moment où on ne peut pas se lancer dans ce métier-là si on ne connaît rien au métier de la main. Et donc, ils ont besoin de raccrocher aussi avec le métier en lui-même, en passant le CAP, qui est le premier diplôme, le sas d'entrée dans le métier, en cuisine, en coiffure, en esthétique, peu importe. Mais en tout cas, ils vont pouvoir joindre les deux bouts et devenir beaucoup plus vite efficaces dans leur entrepreneuriat. Et là, il y a une jeune fille qui vient de s'inscrire, elle a un master en physique, elle vient de s'inscrire à la CAP coiffure, qui dit voilà, le master en physique, c'est un beau diplôme que j'avais envie de passer. Et puis la coiffure, c'est ma vie, j'ai envie de faire que ça plus tard, et donc je vais faire matcher les deux. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire que cette réhabilitation par le terrain, ben, elle se fait par la reconversion, et la reconversion, elle se passe de plus en plus jeune. Avant, une reconversion professionnelle, c'était à 45 ou 50 ans. Maintenant, c'est plutôt entre 35 et 40. Et on a même déjà des jeunes qui, au bout de 5-10 ans de carrière, ils sont déjà un peu azimutés par leur métier et qui ont envie de changer de vie. Et ben, tant mieux parce que ça contribue à la revalorisation de tous ces métiers. C'est fabuleux. Et qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs dans les CFA ou c'est une émulation ou pas avec les jeunes qui font ça en formation initiale, en début de parcours, CAP, qui vont se retrouver non pas en concurrence, mais confrontés, passer les mêmes examens de gens plus âgés qui ont un autre bagage. Est-ce qu'il y a une transmission? Pour moi, c'est pas une concurrence, c'est une émulation éventuellement. Et c'est aussi un signe qui va tirer vers le haut ces métiers de l'artisanat et du service à la personne. En fait, c'est assez marrant de voir que, et ça, moi j'en fais profondément gré à Antoine et à Madame Pénicaud et à la loi qu'ils ont. C'est la parole, Antoine, ouais. C'était une façon de dire, ok, arrêtons de mener des générations au bac qui sert à rien et qui fait toujours 4 millions de chômeurs. Peut-être qu'il faut reprendre à la base tout ce qui est la formation et l'apprentissage, revaloriser tous ces métiers. Et on voit que depuis 1 ou 2 ans, alors à la faveur du Covid en prime, j'en sais rien, mais voilà, il y a envie d'un retour au sens, il y a besoin d'un retour à une forme d'accomplissement. Nous, notre mission à l'atelier, c'est aider chacun à s'accomplir, début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière, après avoir fait plein de trucs super ou avant d'avoir rien fait. L'idée, c'est de trouver sa voie et de trouver la bonne voie. Et aujourd'hui, c'est possible. À mon avis, ça va parler à Antoine, à qui je repasse la parole. Oui, l'atelier des chefs, c'est l'une des plus belles réalisations d'initiatives qui rejoint l'intérêt général et qui est accélérée par la loi de 2018, je pense, parce que on a effectivement ce croisement entre une initiative entrepreneuriale dont on a besoin pour créer de la richesse dans un pays, mais qui est au service d'une idée qui est de contribuer à l'intérêt général, au bien commun du pays, en permettant à des gens diplômés, des gens moins diplômés, d'apprendre un métier qui fait sens pour eux et dans lesquels ils se réalisent. Et donc, c'est de ce point de vue-là une très, très belle initiative. Et oui, ça rejoint ce dont on a besoin qui se développe dans le pays dans la décennie ou dans les décennies qui viennent. C'est-à-dire qu'on est à partir des dispositifs publics qui sont mis en place pour créer de la liberté, créer des initiatives. Les initiatives qui sont mises en place, elles rejoignent l'intérêt général, l'intérêt national, l'intérêt européen. Et vraiment, les formations que propose l'atelier des chefs, c'est exactement ça, puisque c'est des formations qui font sens pour les personnes parce qu'elles rencontrent un mouvement de fond de revalorisation des métiers. C'est vraiment un mouvement de fond, c'est pas un effet de mode. Ça fait de trop loin dans notre passé pour être juste un effet de mode, et ça concerne trop de monde et trop de générations et trop de diplômes pour être quelque chose qui est un effet de mode. C'est vraiment un mouvement profond et en même temps, ça rejoint le savoir-faire français dont on a besoin, évidemment, et les métiers dont on a besoin pour le pays dans les années et même les décennies qui viennent. Oui, alors c'est passionnant. C'est finalement une bonne résonance au pari qui était le titre même de la loi pour la liberté de choisir son avenir pro. C'est un autre intérêt, c'est que ça couple aussi, ou ça remet au centre quand même le sujet de la forme pro. On peut le faire pour assouvir un souhait, une passion, l'apprentissage d'un métier, mais c'est des programmes exigeants et finalement ouverts et massivement ouverts et pratiqués, voire dès le début du parcours dans ce que décrit Nicolas.
C'est-à-dire, c'est positif sur le rapport au métier, mais aussi le rapport à la formation. Oui, exactement. Et je pense que ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que de plus en plus, les pouvoirs publics vont être amenés à orienter les désirs individuels vers de l'intérêt général via la logique d'abondement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les métiers de service à la personne, c'est typiquement des métiers dont on va avoir de plus en plus besoin dans les années qui viennent. On le sait. Et donc, il est tout à fait probable qu'une commune qui a besoin d'assistante maternelle ou d'auxiliaire de vie, une région qui a besoin de développer ses services à la petite enfance pour favoriser la mobilité des salariés au sein de la région. Un pays au niveau État, on définit les 10 métiers les plus importants pour la nation, dont on a le plus besoin pour la nation dans les années qui viennent, que des abondements soient mis en place pour inciter chacun d'entre nous à utiliser notre CPF pour un métier dont le pays a besoin. Et donc oui, ça rejoint évidemment la logique de la formation continue. Et on est au fait au tout début de l'histoire là-dessus. On a posé les bases, qui sont le droit individuel, l'abondement, l'argent dont chacun a besoin pour se former et le catalogue de formation à sa disposition, très facilement accessible grâce à l'appli. Et c'est le tout début de l'histoire, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que, encore une fois, c'est chaque niveau d'intervention publique ou collective, l'entreprise, la commune, le département, la région, le pays, peut-être l'Europe, il y ait des abondements qui orientent le choix des individus vers un intérêt ici local, là régional ou là-bas national. Donc on est au début d'une dynamique qui va faire se rejoindre l'aspiration des personnes et le besoin en compétences d'un collectif, que ce soit une entreprise, une commune, encore une fois une région ou un pays. Alors, Viviane a une question amusante. Elle pose la question, est-ce qu'il ne serait pas un moment possible d'envisager un CAP des soft skills? On en parle beaucoup dans tous les métiers transverses pour les managers et en fait, il faut beaucoup de pratique et d'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager de diplômés ou une formation débouchant sur ces savoirs fondamentaux relativement transverses? Qui veut répondre? Si, alors moi, j'ai très envie de répondre parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que quand on propose des formations au métier, c'est déjà pas mal, c'est pas inintéressant. Pour autant, on se rend compte que les populations les plus éloignées de l'emploi, elles ont besoin de réapprendre le lien social, de réapprendre le comportement en société. Donc effectivement, on est en train de travailler dessus, chère Viviane. Objectivement, c'est un but qu'on poursuit. C'est pas évident parce qu'en fait, il y a des niveaux de démarrage qui sont très 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 disparates d'une personne à l'autre. C'est pas forcément évident aussi d'avoir une formation qui convienne à tout un type de métier. Mais oui, vous avez raison. Quand notamment on veut proposer des formations à des populations en difficulté, à des populations éloignées de l'emploi, eh bien, il est indispensable de prévoir une forme de remise dans la vie sociale avant même de parler de formation métier. Donc on travaille sur remise dans la vie sociale, ensuite choix parmi un panel de métiers à travers diverses petites expériences et enfin formation spécifique sur un métier une fois qu'on est sûr de pouvoir y aller. On est même en train de pitcher, pour ne rien vous cacher, sur un gros appel d'offres où on va mettre de l'intelligence artificielle là-dedans pour essayer d'identifier dès le début ceux qui vont être le plus à même d'aller au bout des formations sans même qu'ils aient besoin de le dire, mais vu leur comportement, pour être sûr qu'on aille au bout de la formation. Parce que la formation, elle est formidable, mais elle doit arriver, à une certification, sinon elle ne sert pas à grand-chose, et encore plus après à un métier. Et donc là, un emploi. Et donc dans ce cas-là, je pense qu'on sera arrivé au bout du système. Mais voilà, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, c'est sûr. Alors, Anne nous ramène sur Terre avec ce qu'elle appelle la question qui fâche, mais c'est intéressant. C'est aussi des métiers qui ont été dévalorisés, mais c'est des métiers qui, en tout cas c'est le cas dans la cuisine, mais pas seulement, sont exposés à des conditions de travail qui s'agissent de la coupure dans la restauration, de niveau de salaire qui n'était pas forcément à des niveaux attendus, d'arbitrage entre équilibre vie privée et vie professionnelle, qui sont aussi des freins dans ces métiers, au-delà de la passion et de la pratique. Alors, je ne sais pas, Jean-François pourra peut-être nous répondre un peu là-dessus. J'imagine qu'il pratique, qu'il a pratiqué. C'est vrai qu'on voit là vous parlez du mauvais côté du jeu, mais ce n'est pas un mauvais côté.
Moi, j'ai choisi ce métier dans la cuisine, la restauration. Pourquoi? Parce qu'on ne vivait pas comme les autres gens. C'était une volonté personnelle. Donc, j'ai été vers ce métier parce qu'il n'était pas ordinaire. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui recherchent aussi des choses qui ne sont pas forcément tous les jours, on finit à 18h et on a le samedi, dimanche, toutes les semaines, une vie qui soit un peu mouvementée, quoi. Voilà. Et ça, c'est un choix de vie également. La restauration, elle apporte aussi de très bons côtés. Il y a des métiers comme celui que j'ai fait pendant près de 50 ans. J'ai voyagé dans le monde, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés parce que si je n'avais pas fait ce métier-là, etc., etc. Donc oui, il y a des traçages de vie qui se font après. On s'est dit, j'ai bien fait de choisir ça, même si c'est dur tous les jours, même si c'est pas facile, même si le lendemain il est incertain. Il faut vous dire une chose. Quand vous êtes doué dans un métier, que vous savez travailler, vous êtes quelqu'un qui est recherché. Votre capacité, votre formation professionnelle, eh bien, c'est votre fonds de commerce à vous. Et c'est votre valeur à vous. Et c'est comme ça qu'on vous recherche. Donc, bien sûr, il y a des métiers qui sont difficiles, comme l'aide à la personne, par exemple. Eh bien, nous, on a fait un concours MAF d'aide à la personne. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de dizaines de personnes que l'on a pu avoir la première année qu'on a fait ce concours. Et je crois que pour ce métier-là, c'est autre chose que simplement aider une personne. Il y a beaucoup de psychologie. Il y a de la cuisine à apprendre, il y a des soins à faire, il y a un passage forcément interage avec la personne que vous allez avoir. C'est un métier qui peut être merveilleux aussi. Donc, vous voyez, je crois que c'est un désir d'un métier. Et puis, le métier, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Beaucoup de métiers apportent des choses que si vous ne faisiez pas ce métier, eh bien, votre vie aurait été autrement et vous n'aurez pas découvert tout ce que vous avez vu. D'accord. Et quand on se... Pour compléter le propos de Jean-François, j'étais il y a 15 jours dans un nouveau concept de maison de retraite. C'est en fait des colloques de personnes âgées. Et j'ai rencontré des managers de ces maisons dont le métier est de s'occuper de ces personnes âgées. Et on leur a parlé un peu justement des formations qu'on peut faire autour de auxiliaires de vie, mais avec des options coiffure, cuisine, esthétique en plus pour valoriser leur métier, valoriser leur action, valoriser leur relation avec les personnes âgées. D'abord, j'ai été absolument stupéfait du degré de passion et d'engagement de ces personnes et de leur envie de faire toujours un peu plus, toujours un peu mieux. Donc, il faut savoir vers quel métier on va, ça c'est sûr, mais pour autant, vraiment, je crois que la passion est là et le fait que les meilleurs ouvriers de France aient créé un diplôme autour du service à la personne, waouh, c'est dingue ça, c'est incroyable, c'est fabuleux. Antoine, peut-être sur le sujet de pénibilité de ces métiers, est-ce qu'il n'y a pas la revalorisation, est-ce qu'elle ne passera pas aussi par revalorisation économique, le fait de simplifier leurs pratiques, essayer de… ou pas? Ou est-ce que le retour, il est ce qu'exprime Jean-François Girardin, d'une nature différente dans l'aide à la personne, l'interaction humaine, il est clair qu'il y a un retour qu'on n'a peut-être pas dans d'autres métiers. Je pense que la revalorisation, elle viendra des deux côtés. Je suis d'accord avec Jean-François sur le fait qu'il y a une noblesse de ces métiers en elle-même qui n'est pas réductible à un achat ou à de l'argent, revalorisation financière. C'est l'empathie qu'on donne dans les services à la personne, c'est le plaisir, la fierté et le plaisir qu'on donne dans les métiers de bouche. Ça, de toute façon, ça ne sera réductible à qu'une revalorisation financière. Il n'empêche quand même que, on le sait, et vous l'avez dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles il reste des difficultés de recrutement dans ces métiers-là, c'est aussi parce qu'ils font partie de métiers qui sont insuffisamment payés ou qui sont moins payés, ou en tout cas insuffisamment payés par rapport au marché, manifestement. Puisqu'il existe encore des difficultés structurelles de recrutement. Et donc, le mouvement de revalorisation du métier en lui-même, par la noblesse intrinsèque qu'il a, c'est absolument indispensable et c'est en train de se faire et ça c'est appelé à se développer. Et je pense qu'on n'échappera pas économiquement à une revalorisation aussi financière, salariale de ces métiers-là. Et c'est l'un des débats qui est devant nous et qui s'est en partie ouvert avec tout le débat politique que nous avons eu et que nous allons continuer d'avoir sur les métiers de la deuxième ligne pendant le Covid. Antoine, je vous livre une question d'Anaïs qu'elle a posée tout à l'heure et je lui ai promis que je vous la poserai. Certaines formations certifiantes sont accessibles sur concours.
Pensez-vous que les préparations au concours seront un jour finançables par le CPF? C'est une vraie question et la réponse c'est j'espère que oui. En tout cas, à titre personnel, je ferai tout pour que ça le soit parce que il n'y a pas de raison que que certains métiers soient fermés, que l'accès reste fermé à cause de cette difficulté-là. Il y a deux manières de faire. Hein. Peut-être qu'il faut combiner les deux. Il y a une manière qui est de financer la préparation du concours via le CPF, une possibilité. Il y a une autre manière de faire aussi, c'est de supprimer le concours et de remplacer le concours par un diplôme. Et donc, ça dépend sans doute des métiers. Il faudra qu'on rentre sans doute dans un travail de détail pour regarder là où le concours peut-être ne se justifie plus ou pas, et là où il est encore nécessaire d'avoir un concours, et donc il faut que la prépa à ce concours soit CPisable. Mais c'est clairement le sens de l'histoire. Donc, et très honnêtement, ce qu'a fait toute cette loi, là, elle a initié la revalorisation de l'apprentissage, de la formation pro, etc. On est au début, nous on voit bien, on arrive avec des solutions un peu innovantes et objectivement le digital, ça reste encore un ovni dans ces métiers-là. Donc ne serait-ce que pour une question d'heure, une formation, ça doit être X heures. Et quand on arrive avec nos Y heures en digital qui ne sont pas les mêmes qu'en présentiel, déjà on a un peu de mal à répondre. Ok, il y a encore plein de trucs à faire, mais la direction est bonne. Et pour revenir sur cette envie de revaloriser les métiers et qui passe par un meilleur accueil, une meilleure rémunération, c'est une évidence, mais petit à petit, on va avoir des gens qui vont être plus forts dans leur métier et qui vont être plus exigeants vis-à-vis de leurs employeurs. Et grâce à ça, on va rééquilibrer tout le marché. On a beaucoup entendu parler des métiers essentiels pendant le Covid. Pour moi, aujourd'hui, coiffeur, esthéticienne, aide à domicile, si ça, c'est pas des métiers essentiels, je sais pas ce que c'est. Et ces métiers-là, on voit bien qu'ils sont en voie de revalorisation. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, comme on dit, on n'est pas des magiciens, mais objectivement, c'est très, 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 très excitant comme ambition. Nathalie et Samira, sur la question d'un éventuel CAP des soft skills, vous plaît tous les deux finalement pour l'intégration pure et simple de modules de formation à ces compétences soft skills dans l'ensemble des formations, puisqu'on est bien sur du transverse, ce qui commence à se faire déjà. Vous êtes sur cette tonalité? Tout à fait. Il en faut à tous les niveaux des soft skills de toute façon, parce que qu'on soit au début de sa carrière et hôte ou hôtesse d'accueil dans un magasin ou au début d'un boulot d'auxiliaire de vie ou bien au début d'une carrière de manager, de toute façon, il en faut de ces soft skills. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que soft skills, c'est un très beau, grand mot, mais qui recouvre tellement de profils différents. Je suis tout à fait d'accord que globalement, il faut en intégrer un peu partout, mais avec toute une population qui, au-delà des soft skills, a besoin d'une resociabilisation et objectivement, on a rencontré des populations qui sont loin de la vie, loin de l'emploi. Et moi, c'est à cette population-là que je veux m'adresser avec nos formations qui, paradoxalement, depuis l'avènement du smartphone, sont beaucoup plus accessibles à tous et il faut capitaliser là-dessus parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles vivent sur leur smartphone, donc elles peuvent aussi apprendre et se former sur leur smartphone. Carole, je vais la faire réagir, elle qui se forme en digital, qui incarne aussi la jeune génération et qui est rentrée. Oui, c'est le bon vecteur pour transmettre du savoir et des soft skills. Le digital? Oui, le digital, le smartphone. C'est vrai que c'est un réflexe, en tout cas, c'est pas du tout perçu comme un frein, absolument pas, au contraire. Et je trouve qu'on l'a particulièrement expérimenté cette année. C'était juste idéal comme moyen de formation dans ce genre de contexte, mais aussi effectivement dans toutes les situations où on peut être sur nos écrans, où on a un peu du temps perdu qu'on pourrait gagner en apprentissage, et ça s'y prête parfaitement. C'est accessible partout, disponible tout le temps, et voilà, c'est hyper pratique et complètement adapté. D'ailleurs, Carole, question toute bête, si le CAP cuisine, après celui de pâtissier, est-ce que vous auriez pu le passer autrement qu'en format digital, en conciliant ça avec une vie privée et une vie professionnelle dans laquelle vous êtes investi? Alors, on aurait pu, si on avait décliné le même modèle qu'on avait eu pour le CAP pâtissier, mais il aurait fallu, du coup, passer par Michel et Augustin, l'entreprise, et là, ça aurait été
un investissement de l'entreprise conséquent, donc ce qui était en soi un problème. Oui. Ouais, donc là, c'était clairement la solution parfaite de passer par le CPF. D'accord, ok. Et comment vous réagissez aussi à ce qui a été évoqué sur la nécessité peut-être de revaloriser ou les contraintes liées à l'exercice professionnel des métiers qu'on évoquait, ces métiers de la main, ces métiers de la restauration? En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on y trouve vraiment un écho au quotidien. Alors, ça peut paraître étonnant, mais pour tout ce qui est communication, réseaux sociaux, on sent vraiment qu'on a une crédibilité dans tous les propos qu'on peut avoir, dans les vidéos qu'on fait, dans les conférences qu'on peut faire auprès des étudiants, etc. Ça nous donne vraiment une légitimité et aussi une expertise dans nos discours, dans la manière de parler de nos recettes qu'on crée. Voilà, ça nous donne aussi une expertise qui nous aide beaucoup. J'ai envie de livrer une petite remarque à Jean-François de mon ami Damien Brochier du CEREC qui dit « Pourquoi vouloir toujours isoler les soft skills? Ils font partie intégrante de l'activité professionnelle. Un pâtissier et on va dire un cuisinier qui ne saurait pas communiquer, n'aurait pas de clientèle. Est-ce que fondamentalement, ils ne sont déjà pas suffisamment intégrés ou déjà présents dans ces métiers? Vous savez, l'humain, il n'est pas construit pour tout le monde pareil. Et donc, alors, moi, je connais des gens qui sont d'excellents professionnels, et pour le contact, si vous voulez, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est des gens qui sont dans leur bulle, mais que dans leur bulle de construction manuelle. La vie aujourd'hui ouvre un peu les esprits. Comme disait le smartphone, c'est une invention géniale parce qu'on a tout dessus, on peut avoir tous les contacts que l'on veut et on peut adapter un savoir professionnel, le faire connaître à d'autres gens par des photos, voilà, il y a plein de relais possibles. Mais l'humain lui-même, il faut qu'il se rééduque aussi. On a en ce moment un gros problème dans la vie du travail, et c'est pas que dans la restauration ou dans les métiers de bureau, il y a le respect des uns des autres. Et c'est vrai que cette humanisation dans le travail, elle est à revoir. Là, je travaille depuis plus d'un an sur un projet avec 2-3 collègues, dont un petit organisme de formation, et c'est pour la vie au travail, justement, le respect des uns des autres, l'humanité au travail, et alors ça va dans les deux sens, aussi bien pour l'employé que pour le patron, que pour le chef ou autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de revenir un petit peu à une vie sereine au travail. Ce qu'on a perdu un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des gros mouvements, il y a eu des 2 années très difficiles, bien sûr, mais même avant, c'était déjà le problème existait. Et je crois que la relation qu'on peut avoir les uns les autres, et justement ceux qui créent des objets, qui créent un travail manuel, soient capables de le transmettre à d'autres. Alors, il y a plein de possibilités aussi, mais aussi il y a le respect de son travail et puis le respect des uns des autres. Je passe la parole à Nicolas, évidemment, pour répondre à la question d'Anaïs sur l'analyse des pratiques. Merci Anaïs de poser cette question parce que vous avez tout à fait raison. Nous, on estime qu'on a gagné quand on a une communauté d'apprenants, quand les apprenants commencent à échanger entre eux. Le succès d'une formation digitale, c'est évidemment une très grande qualité de contenu, c'est évidemment beaucoup de pratique quand il s'agit des métiers de la main, et puis c'est l'animation de la communauté. Et l'animation de la communauté, nous on l'a fait, donc on anime avec des coachs techniques, avec des coachs plus humains, on anime la communauté. Parfois la communauté nous pose des questions. On estime qu'on gagne quand tout d'un coup la communauté commence à échanger entre pairs, comme vous dites. Parce qu'effectivement, c'est quand on commence à échanger entre pairs que véritablement l'émulation se crée. On n'est plus là pour apprendre, pour faire plaisir à son correcteur ou à la machine, encore pire. On est là pour travailler ensemble. Et c'est vrai que le petit inconvénient que peut avoir la formation digitale par rapport à une salle de classe, c'est qu'on est un peu tout seul, éventuellement, on est un peu isolé. Mais cette plateforme communautaire sur laquelle on inscrit tout le monde génère des échanges qui sont vraiment, c'est chargé d'émotions. Là, en ce moment, on a nos premiers candidats qui passent le CAP, qui nous postent à la fois l'examen qu'ils ont eu, quelques photos qu'ils ont pu prendre à la fin de l'épreuve, parce qu'évidemment, pendant l'épreuve, on n'a pas droit au téléphone, mais bien sûr, c'est un degré d'émotion et on voit que ça montre que tout le monde est heureux de partager. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. Cette réflexion entre pairs, l'analyse de pratique entre les gens, elle est tout à fait claire.
Excellent. Eh bien, écoutez, le temps tourne. Je ne peux et je voudrais à la fois respecter le timing, vous rappeler que l'ensemble du contenu sera accessible en replay. Vous remercier infiniment pour vos échanges, pour vos questions. Alors, on n'a peut-être pas répondu à l'intégralité des questions sur le CPF, notamment temps de travail, hors temps de travail. Mais ce qu'on a dit, c'est que si c'est temps de travail, l'entreprise est impliquée, c'est déjà une forme de co-investissement, qu'il soit financé ou pas. On a bien compris l'esprit. Je ne sais pas, Antoine, si vous avez quelque chose à ajouter sur le CPF. J'ai répondu sur le chat. L'idée, c'est vraiment de retenir que la formation via le CPF, c'est devenu un droit individuel comme la santé. Quand vous allez chez le médecin, ça ne vous vient pas à l'esprit d'y aller sur le temps de travail ou alors vous demandez l'autorisation à l'employeur. Même chose sur la formation. Mais à l'inverse, ça ne vous vient pas à l'esprit de dire à votre employeur que vous allez chez le médecin hors temps de travail. Même chose sur la formation. C'est devenu un droit individuel, le CPF, c'est à chacun pour évoluer et l'employeur a à en connaître si on se forme sur le temps de travail, mais si on se forme en dehors du temps de travail, il n'a pas à savoir que vous avez utilisé votre CPF, comme il n'a pas à savoir que vous allez chez le médecin. Un petit point sur les soft skills livrés par Philippe Collant. Est-ce que la certification Cléa ne répondrait pas à ce besoin de maîtriser les soft skills, qui serait donc un passage important, nécessaire dans tous les métiers? Cléa. Personnellement, je ne serais pas capable de répondre à ça parce que je ne connais pas suffisamment, mais merci Philippe pour cette question. Je me suis noté d'aller voir ce qu'il est possible de faire. Tu connais Antoine, toi? Cléa, oui. Oui, c'est sur les savoirs de base. Antoine, ouais, bien, Cléa. Mais Cléa, le Cléa existe, mais je ne suis pas sûr que ça réponde à la demande des soft skills qui a été formulée tout à l'heure. C'est vraiment les compétences de base qui permettent mais de base au sens hard aussi, c'est aussi des hard skills. Les Cléa ne sont pas simplement des soft skills. Donc, il y a peut-être quelque chose à inventer du côté d'un Cléa des soft skills. Voilà. Comme ça. Dans le même esprit, parce que Cléa, c'est pour remettre le pied à l'étrier de gens qui seraient, qui ont à un moment besoin de valider, d'acquérir et de valider un niveau de certification quasiment d'ordre académique, mais des hard skills, comme tu dis, Antoine. OK. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier infiniment. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à Jean-François Girardin. Merci à Nicolas Bergerot, avec lequel nous avons monté cette rencontre. Merci à Antoine Fouché, qui n'est pas tout à fait indifférent au dispositif dont on parle et qui permet aujourd'hui, qui a redonné cette liberté. Et merci à vous, Carole. Alors, bon courage pour le CAP. Je pense qu'on poussera à vous au mois de juin. Et peut-être qu'à titre tout à fait personnel, je vous demanderai quelques conseils parce que j'ai juste, en marge, je vous dis tout, en marge, j'ai moi aussi choisi de passer le CAP cuisine à côté de mon travail. Et donc, je vous demanderai, moi je suis au début du parcours, quelques tuyaux pour réussir comme vous le ferez, j'espère, au mois de juin. En tout cas, merci à tous. Bon courage et au plaisir de vous retrouver pour d'autres débats sur ces sujets passionnants parce qu'on a quand même ouvert des champs de liberté avec à la fois l'instrument de financement, l'instrument juridique et puis les outils de formation, la possibilité de se former quand on a du temps en digital. Ça ouvre beaucoup de liberté dans la vie professionnelle à venir. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.